va aller en Belgique avec notre collègue Edgar Tazia de l'Université de Liège, qui va nous présenter une situation en Belgique, qui a semble-t-il, et comme ça l'est aussi chez nous pour l'avoir vécu, des changements de profil des futurs enseignants, qui veut devenir enseignant, etc. Et tout ce que ça implique dans une double contrainte injonctive, former davantage, parce qu'on a une urgence de former des enseignants, mais aussi les former mieux au regard de l'évolution de la société, des besoins, etc., etc. Donc vous avez la parole. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je me rends compte qu'en fait on est tous dans cette situation d'urgence. Et donc effectivement, moi ce que je voulais venir vous présenter aujourd'hui, c'est peut-être moins une recherche que en fait une problématique, un témoignage. On a un problème à l'université de Liège avec nos étudiants ou avec certains profils d'étudiants. Et alors, peut-être une piste de solution pratique qu'on a trouvée pour le moment, mais qui n'est pas une solution magique. Vous allez voir, je vais essayer de développer. Donc, juste un petit mot, parce que sur moi, donc moi, je ne suis pas le chargé de cours du cours de didactique des sciences sociales. Je suis l'assistant ou le professeur associé, c'est un peu... mais donc là, ça fait 4 ans maintenant que je suis en charge de la formation de ces élèves, de ces apprentis enseignants qui se forment au métier d'enseignant en sciences sociales. Alors, le système belge est un petit peu différent du français, mais c'est pratiquement la même chose, à l'exception qu'on n'a pas cette épreuve, je ne sais pas comment vous l'avez dit, voilà. Mais sinon, c'est 3 ans de bachelier, 2 ans de master, et éventuellement, pour le moment, il y a une année d'agrégation, souvent les étudiants primaires, où ils viennent se former au métier d'enseignant. Vous pouvez passer, voilà. Je vais préparer un petit texte, mais je vais faire peut-être un peu vite, que je le dirai plus tard. Je disais, la didactique des sciences sociales est une discipline difficile à enseigner pour 2 raisons. D'abord, parce que ce sont des sciences sociales, et on sait bien que les sciences sociales doivent se prendre elles-mêmes comme objet dans leurs résultats. Et ensuite, parce que dans la didactique, c'est l'apprendre à apprendre ces sciences sociales, donc comme si la difficulté se dédoublait. Et vous allez voir que c'est pas anodin, parce qu'il va falloir développer évidemment pour nos étudiants une posture réflexive, de par les prescrits légaux qu'ils nous demandent, mais aussi parce qu'ils sont en sciences sociales. Et donc cette réflexivité, elle est au cœur du dispositif d'apprentissage. Alors, malgré ces difficultés, on tente, nous, les mercredis après-midi à l'Université de Liège, de former ces étudiants. Alors, viennent se former de nombreux étudiants au profil académique divers et variés, et je vais y revenir. Et parce que les sciences sociales sont multiples, on va moins enseigner une méthode qu'une démarche. Alors la démarche pourrait être, vous pouvez aller en 2 ou 3 points, je sais pas comment j'ai fait ici. Elle s'ancre d'abord dans les prescrits légaux qui en Belgique, depuis 97 en tout cas, prescrivent de mettre l'élève au centre de son apprentissage. Ça peut être simplement le réceptacle d'un cours, etc. Il doit se mettre au travail et apprendre par ce travail. Et donc, un collègue à moi, justement, a qualifié ça de bousculer les habitudes scolaires. Nous, on va devoir venir tenter de changer, donc, ces habitudes qu'on dit la dent longue, qui est que l'enseignant est cette espèce de tribun qui va déverser son savoir. Alors, il va falloir évidemment qu'on travaille les représentations initiales, et pour ce faire, on va mettre en place un cadre dans lequel il n'est pas possible de ne pas entamer une réflexion sur cette représentation initiale, c'est-à-dire un cadre non routinier, inhabituel, voire inconfortable ou insécurisant. Alors, ce qu'on veut dire par là, c'est que, je pense que vous avez parlé des cas qui doivent être travaillés, c'est ça qu'on va chercher à faire principalement. Alors, le deuxième point, ça va être de tenter d'apprendre à traiter de la complexité des phénomènes sociaux, avec 2 principes en tête, l'isomorphisme. On va faire ce qu'on voudrait bien voir faire en classe par nos apprenants. Et donc, la fameuse posture du praticien réflexif qui se retrouve dans la littérature et dans les prescrits légaux. Donc, on va sans cesse inviter nos étudiants à se remettre en question, alors pas eux-mêmes, mais le travail qu'ils vont fournir, quoi. Alors, nous-mêmes, formateurs, on va se remettre en question, on va tenter d'adapter le dispositif aux nouvelles réalités sociales. Alors, depuis quelques années, cependant, cette étape de notre processus, l'étape de remise en question du dispositif d'apprentissage qui est le nôtre, est mise à rude épreuve. C'est que l'entrée en vigueur de la réforme des titres et fonctions, qui date de 2016, a bouleversé l'épreuve de l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur,
en redéfinissant les contours de l'accès à la profession d'enseignant, en divisant un tel accès au terrain officiellement conditionné au diplôme universitaire du candidat aspirant en 3 catégories, titre requis, titre suffisant et titre de pénurie. Donc, requis, c'est pour pouvoir se stabiliser. Titre suffisant, ça dépend s'il y a de la place. Et titre de pénurie, bah, c'est en dépannage. Voilà, vous pouvez accéder au job, mais vous ne serez jamais nommé dans une telle situation. Alors, cette réforme cherche à contrer la pénurie d'enseignants dans le pays, mais elle a aussi ouvert la formation initiale du métier à de nombreuses personnes possédant un profil académique marginal, c'est-à-dire ayant effectué un cursus académique divers et varié, et partant se situer à la marge quant à la maîtrise et la connaissance des contenus disciplinaires liés à leur formation. Alors ça va avoir des conséquences sur 2 composantes, la composition de nos cohortes d'étudiants et évidemment l'efficacité de notre politique. Alors, le graphe vaut ce qu'il vaut, je ne suis pas un expert, mais c'est pour vous montrer en fait que, en gros, sur les 41 étudiants qu'on avait inscrits en 2023-2024, il n'y a qu'un tiers de ces étudiants qui avaient un bachelier en sociologie, en anthropologie ou en sciences politiques, qui sont notamment en fait le noyau dur des sciences sociales qu'on fait, parce que les sciences économiques ont une autre didactique, la psychologie qu'on fait également. Donc voilà. Donc en fait, on a seulement un tiers de nos étudiants qui maîtrisent à la fois les contenus disciplinaires, les postures épistémologiques, les méthodes de recherche des sciences sociales. Et pour le reste, c'est des bacheliers différents, quoi. Assistants de direction, assistants public, communication. Il y en a qui n'avaient pas de bachelier. Enfin voilà. Donc il y a plein de différences. Alors c'est ce que je disais, ça a des conséquences. Il y a des manquements relatifs au savoir et aux méthodes d'analyse, d'orientation sociologique. Ils ne connaissent pas toujours les auteurs, ils ne connaissent pas le champ, ils savent difficilement effectuer une recherche bibliographique. Ils savent difficilement nommer dans la bibliographie les sources qu'ils utilisent. Alors, maintenant, vous pouvez rester encore un petit peu, oui. A fortiori, apprendre la didactique des sciences sociales nécessite un minima de l'apprenant qu'il sache de quoi on parle lorsqu'on aborde certains points de matière relatifs aux sciences sociales. C'est également une maîtrise effectivement de la démarche d'interrogation du réel social, ainsi que les outils d'analyse d'une telle interrogation propres aux sciences sociales. Nécessite enfin qu'il soit familier des diverses approches de tradition épistémique propres aux sciences sociales. Au fond, il soit formé aux sciences sociales. Que cela ne soit pas nécessairement le cas, et voilà que soudainement l'épreuve que constitue le cours de didactique des sciences sociales se voit dénaturée. Elle devient autre. Elle ne consiste plus seulement à apprendre, les fameuses sciences sociales, mais bien à apprendre les sciences sociales sur le tas, d'une part, en vue de comprendre ce qui est dit au cours lorsqu'on cherche à faire faire, dans le but d'apprendre à apprendre les sciences. Donc, il y a une difficulté majeure, c'est que l'épreuve que représente le dispositif se dédouble, et à cause de ce dédoublage, il peut y avoir des malentendus, des méprises, qui vont faire que les étudiants déjà en difficulté avant même de commencer le cours vont se retrouver encore plus à la marge du dispositif. Et la fameuse bousculade dont je parlais au début, qui consiste à venir secouer les représentations initiales, elle peut, par méprise, par malentendu, être considérée comme une brusquerie, voire une violence injuste et inutile. Alors, la plupart de ces étudiants vont finir par renoncer à comprendre et ils vont tenter de court-circuiter l'épreuve en s'engageant dans des procédures administratives visant à mettre la pression sur les formateurs. C'est-à-dire, on va nous demander des précisions quant à notre dispositif pédagogique, on va préparer par des échanges d'emails un futur recours qu'on peut déjà envisager parce que on sent que les choses commencent et assez vite dans l'année, ça se prépare assez vite. Il y a beaucoup de sarcasme en classe. J'avais un étudiant qui était étonné parce que je lui demandais d'aller en stage pendant 2 semaines. Et, ah bon, donc tu vas prendre des vacances pendant 2 semaines à mon travail. Il m'a dit, bon, vous l'a dit au début, c'est une formation professionnelle, donc forcément, il va falloir dégager du temps. Alors maintenant, on peut passer aux obligations. L'ensemble du dispositif d'apprentissage s'appuie, je l'ai dit, sur la volonté de bousculer, les certitudes qui entourent, l'exercice du métier, donc de développer les marqueurs cognitifs nécessaires à la posture de praticien réfléchi. Notre traduction pratique, pour ne pas dire déjà pragmatique, de ces quelques principes pédagogiques consiste à mettre nos étudiants à l'épreuve, c'est-à-dire à faire émerger, je cite, des moments au cours duquel les personnes font preuve de leurs compétences, soit pour appuyer, soit pour désigner, qualifier, juger, ou justifier quelque chose ou quelqu'un, un être. L'épreuve, autrement dit, ce sont des moments d'incertitude par excellence où se joue et se rejoue dans l'interaction l'état des êtres et des choses et qui, comme son nom l'indique, éprouve la réalité et permet ainsi aux acteurs de socialement mesurer
circonscrire et éventuellement redéfinir le contour de cette technique. Alors, ainsi compris, la mise à l'épreuve permet sur le plan pédagogique d'envisager des déplacements de sens, des mutations potentielles dans la manière dont les individus catégorisent. Progressivement, au cours du dispositif, la nature même de la réalité peut se voir transformée, redéfinie selon les nouveaux critères, un consensus peut se former sur cette réalité, un accord sur les statuts des êtres peut être affirmé de manière pragmatique au fil de la vie. Alors, c'est précisément notre ambition lors des cours du mercredi. Alors, par exemple, un exercice qu'on va faire, c'est les exercices de micro-enseignement. On va demander aux étudiants à froid de plonger dans une simulation où ils doivent préparer une séquence de cours en sciences sociales. Ils ont 15 minutes et en phase 2, les deux étudiants sont des élèves. Et alors, on injecte volontairement un peu de vie dans la classe avec des petits incidents, pour notamment les préparer au métier d'enseignant qui n'est pas que pédagogique, qui est aussi de l'ordre de la responsabilité civile, de l'ordre de la gestion entre les contenus matières et la didactique. Et c'est tout ça qu'on va travailler, quoi. On va remettre en question, par exemple, l'usage du tableau, voilà, on peut utiliser le tableau, c'est pas ça le problème, mais il faut bien se rendre compte que quand on écrit quelque chose au tableau, ça ne reste pas. Donc, on va encourager à développer le support papier, pour développer une certaine équité, c'est-à-dire les étudiants qui ne seraient pas là ou quoi, ben, ils auraient quand même, ils n'ont pas à avoir accès au cours. Et le point principal qu'on va développer, ben, c'est le rôle de l'enseignant, qui n'est pas l'écrivain, mais plutôt le tuteur qui va aider les étudiants à se mettre au travail, au travers du support de cours. Alors, travailler les représentations initiales du métier au moyen de la mise à l'épreuve de ces dernières, telle est notre ambition, telle est notre règle. Mais voici que pour les raisons plus mentionnées, l'application stricte de cette règle se voit obstruée. La demande de réflexivité, le bousculer initialement souhaité, est parfois résumée, mais dit par malentendu à une sable bousculade sans fondement de. La mise à l'épreuve éprouve encore, éprouve toujours, certes, mais moins les préconceptions des étudiants que la légitimité du dispositif pédagogique, ce qu'il représente, c'est-à-dire l'équipe pédagogique. Le malentendu s'accroît et finit par empêcher toute pédagogie d'avoir lieu, toute consigne d'être ouïe, tout exercice d'être compris, toute progression dans le chef de l'étudiant réfractaire d'être possible. Alors ma question, c'est que faire? Que faire lorsque, comme je l'ai pointé au début de mon exposé, avant même que le cours ne commence, ça dérape déjà, quoi. Voici ma proposition. Je vais un peu plus vite. Oui, d'accord, parfait. Je veux bien. Voilà. Alors ma proposition, elle est pragmatique, elle est absolument bricolée, pour reprendre les mots de Monsieur Lemoine ce matin. C'est en s'arrangeant. Alors s'arranger, c'est le concept de la sociologie pragmatique. C'est pas au sens profane du terme. C'est-à-dire en effectuant des arrangements. Dans plusieurs travaux fouillés, Mohamed Nachi met en évidence la force touristique du concept pragmatique d'arrangement pour saisir et comprendre comment les acteurs font concrètement pour résoudre des situations particulièrement complexes. Comment ils procèdent pour trouver des accords, s'adapter, s'ajuster, se bricoler des solutions pratiques à des situations tout autant pratiques, parfois compliquées à démêler et à fortiori à renouer. Parce que les arrangements servent de fond à la toile, servent au fond de toile de fond aux relations sociales de la vie quotidienne, ceux-ci sont légion et nécessaires pour que puisse se dérouler le fil de l'action ordinaire. En marge de la règle, il faut qu'un jeu d'espace, d'espacement entre la vie règle et sa bordure puisse advenir, et ce afin de fluidifier la vie sociale. L'arrangement, nous dit Nachi, suppose des pratiques inventives, des manières de faire avec, des tactiques de résistance par lesquelles les individus s'approprient les normes, les codes, les espaces, les dispositifs pour en faire un usage propre, pour vivre au mieux l'ordre social. Et c'est une de cette. L'arrangement est donc une ressource au service de l'action qui convient à la situation. Mais pour bien comprendre l'intérêt pratique de l'arrangement et ses conceptualités, de l'écart à la règle, donc de la fabrication de l'exception, il semble important de revenir sur sa distinction de la notion de compromis. À l'inverse du compromis, qui possède toujours une dimension publique, qui le détache de l'investigalité pour se déposer à l'extérieur de l'action, l'arrangement se veut être inclusif et toujours orienté vers le particulier. Il opère toujours entre quelques-uns, à l'exclusion d'autres, dont il tire son caractère officieux et privé. Autrement dit, l'arrangement se distingue du compromis, notamment tant par son caractère bricolé et individualisant que par sa dimension d'écartement à la règle. Il tente, sous concept, de capturer l'action à visée pratique par excellence, celle qui doit nécessairement trouver solution en face d'une situation empirique concrète, c'est-à-dire complexe et chaque fois unique, quitte à suspendre le temps d'un instant, une occurrence, une exception, c'est la règle initialement mise en œuvre. Et tel est bien jusqu'à présent cette solution, ce concept, celui d'arrangement, sur lequel nous pourrions ranger
la diversité d'actions pratiques concrètes que nous avons mis en place au sein du cours de didactique des sciences sociales pour continuer malgré tout, malgré la faille générée par la réforme des fiches de fonction, par l'écart engendré entre les attentes et la réalité, malgré l'écartèlement de notre dispositif initial. Alors, pour vous donner des exemples de solutions, encore une fois, très vite, c'est la multiplication d'entretiens individuels. Donc, on va presque faire des cours particuliers avec nos étudiants pour les amener là où ils doivent arriver à aboutir, c'est-à-dire à composer une séquence de leçons, un support de cours à destination d'élèves en sciences sociales. On va, ça nous est arrivé, lors de cet exercice final, il y a un jury qui est composé de l'équipe pédagogique, mais il y a aussi des professeurs du secondaire et un expert académique qui vient juger de la qualité du support. Ben, pour ne pas être accusé d'injustice, on fait venir aussi des externes. On est sûr que ce qui est dit entre nous, il y a témoin que c'est justifié. On va parfois aller jusqu'à valider des fragments de leçons, même si on ne devrait pas, parce que il faut bien que l'étudiant avance, il faut bien essayer d'aller jusqu'au bout. De toute façon, comme je l'ai dit, c'est le jury qui va délibérer à la fin, c'est pas nous seulement, mais voilà, on essaye de les faire avancer quand même, parce que sinon parfois ça bloque. Voilà, ce sont des... Je peux revenir, si vous voulez, sur les solutions. Et alors, je voudrais vous laisser avec la conclusion que j'ai fait ici. Vous pouvez passer, ouais. Je l'ai dit, la didactique des sciences sociales est difficile à enseigner. Elle le devient d'autant plus lorsque les apprenants à qui elle s'adresse n'ont pas le socle de compétences minimaux et nécessaires à son apprentissage. Face à cette nouvelle réalité empirique, celle de l'inscription massive d'étudiants situés académiquement à la marge du profil traditionnel, habituel, normal, tout ça entre guillemets, tout dispositif d'enseignement se doit de s'adapter, de s'ajuster, de s'arranger avec elle. La règle parfois tombe, échoue à générer le résultat escompté. Et dans un souci pédagogique, l'exception est alors engendrée. Et c'est la question à laquelle que je vous pose, en fait, parce que moi, je n'ai pas la réponse, mais jusqu'où aller? Où donc situer le pas de trop, la marge de la marge, l'écart devenant écartèlement? Sans doute une fois encore dans le monde réel, empirique, celui des actions pratiques. Former des enseignants nécessite de chaque formateur qu'il s'interroge et se réinterroge sur sa gestuelle éducative. Cela, il le doit non seulement car c'est ce qu'il attend de ses apprenants, mais également car à l'instar du profil de leur, parfois de leur profil, le monde professionnel dans lequel ces derniers sont prêts à entrer et pour lesquels ils défendent change constamment. Peut-être au fond n'y a-t-il de marge et de normes, de règles et d'exceptions que dans l'œil du scientifique, dans le regard du chercheur, cherchant à analyser son analyse flexible. Peut-être qu'à la fin, c'est le réel qui l'emporte. Et sans doute ce réel déborde de toutes les circonscriptions conceptuelles, tout enclos analytique dans lequel on cherchera à l'enterrement. Il se déborde nécessairement. La marge au fond n'est peut-être qu'un point de surface, un point de vue, celui d'un point situé au-delà d'une ligne imaginée, tracée par le regard de l'observateur. Peut-être n'est-elle rien de plus qu'une trace imaginaire, l'icône d'un indice, celui d'un signifiant cherchant à signifier sa propre limite, sa limite impropre, son propre dépassé, tout en vue déjà de son dépassement. Et je vous laisse sur cette réflexion. Merci. Très bien, nous avons été mis en appétit intellectuel avec les différentes présentations, notamment la dernière. Je suis d'abord remarque à vos questions, et je vois qu'il y a des mains qui se lèvent, donc je pense que ça nous intéresse tous. On va, quelqu'un qui n'a pas encore parlé. Pascal. Pour votre présentation, sur la première diapositive avec les différents niveaux des élèves que vous avez. Et en fait, voilà. Le graphe, c'est ça? Le fromage, là. Il y avait 36%, il y a un tiers des étudiants, en fait, qui correspondent au niveau demandé pour. Ceux qui n'avaient pas le choix, c'est peut-être que dans les demandes, de rentrer dans cette formation, vous n'avez pas suffisamment d'étudiants qui ont une idée pour remplir la possibilité, c'est ça? Alors non, c'est pas ça, mais merci de poser cette question, parce qu'effectivement, pour nous, c'est évident, comme on est dans un autre contexte en Belgique. En fait, ce n'est pas nous qui régulons l'accès de certains profils à la formation. On a un certain droit de regard quant au niveau des étudiants. Donc, ils arrivent avec, par exemple, des masters en ressources humaines. On a le droit on doit les accueillir parce que le législateur a décidé que tel master pouvait avoir accès à la formation. Et nous, ce qu'on peut faire, c'est éventuellement leur donner des cours en plus pour compléter le cursus
si on voit que, effectivement, de par le profil de l'étudiant, ben, ça va capoter parce que ça va être difficile, plutôt parce que, il n'y a pas les bénéficiaires. Donc, c'est le législateur qui a décidé, c'est ce que je disais avec la réforme de cette fonction, que certains profils d'étudiants, et alors en sciences sociales, on est vraiment, comment j'appelle avec mes collègues, le fond de panier, c'est-à-dire que, on récolte quasi tout, ce qui n'est pas autre. Voilà. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi on a tant de personnes avec des profils si différents qui aujourd'hui s'inscrivent, quoi. Alors qu'avant, c'était quand même, moi j'y suis depuis 4 ans, mais mes collègues m'ont confirmé qu'avant, on avait des profils beaucoup plus traditionnels, quoi, qui arrivaient dans le métier. Aujourd'hui, on a des gens avec des formations très hétéroclites. Au niveau de la formation, avec ces profils-là différents, ils arrivent en licence, en master. Donc là, ils ont en AM2. Normal, ils ont accès à cette formation-là quand ils sont déjà diplômés, normalement. Sauf s'ils font un master à finalité didactique. Moi, j'ai 3 remarques. La première, en fait, ce que vous évoquez sur ces nouveaux profils, c'est ce qu'on avait en France en sciences de l'éducation. Dans la licence, c'était tout tendu. C'est-à-dire quand les étudiants rentraient en L3, c'était la culture, c'était. La deuxième chose qui me fait réagir, votre dernière diapo, vous parlez du problème de la marge. Oui. Et moi, l'analyse que je fais, c'est que pour des personnes qui sont en sciences sociales, cette question est au cœur du travail des sciences sociales. Mm-hmm. Ça vous touche d'autant plus que en sciences sociales, on travaille, les marges, c'est pas le bon terme, mais en tout cas sur les inégalités, sur les publics en difficulté. Donc, je pense que c'est doublement violent, à la mesure où ça vous empêche de conduire le travail tel que vous l'avez pensé, envisagé, et ça vous amène sur un terrain qui est votre terrain de travail. Et, chose de plus, voilà, moi quand je vous entends, j'entends quelqu'un, même si vous parlez d'équipe, qui est seul. Donc, quand vous parlez d'arrangement, bon, bien sûr, après, vous théorisez, donc voilà, c'est des arrangements, mais c'est un acte qui est seul face à soi-même, face à ses idéaux, face à son rapport à la discipline, face à la réalité qui est la vôtre. Et je me dis encore, peut-être que c'est une chaîne petit temps, mais où se trouve le soutien? C'est-à-dire que vous êtes prof à la fac, à quels endroits, à l'université, y a-t-il des espaces qui permettraient de soutenir cette démarche qui est coûteuse? Enfin, c'est comme ça que j'entends présenter. Qu'est-ce qui peut soutenir? Moi, je crois encore une fois que la question du collectif, elle est énorme. Parce qu'il n'y a pas d'espace pour mettre au travail justement cet écart, ce que ça vous renvoie, peut-être parfois même le sentiment d'inutilité, voire d'incompétence dans ce contexte-là, ou de perte de ce qui vous a organisé. Je trouve que là, ce qui est compliqué, moi, ce que j'ai vu, c'est quelqu'un qui est solitaire, qui est face à une situation difficile, qui vient le chercher dans ses retranchements, et je vois pas d'espace. Donc, ma question, c'est, est-ce que à l'Université de Liège, sont pensés des espaces de travail pour les enseignants, confrontés à l'évolution, finalement, du marché? Alors, je vous remercie beaucoup pour cette question qui nous touche beaucoup. Alors, petite précision, je ne suis pas seul. On est 3 dans l'équipe. Donc, il y a le titulaire du cours, moi et une enseignante du secondaire qui est à mi-temps à l'UNIC, détachée à mi-temps à l'UNIC. Donc, on est une équipe de 3. Mais par contre, vous avez complètement raison quand vous dites qu'on est isolé en tant que cette petite cellule d'équipe est isolée. Et heureusement, on le dit souvent, heureusement qu'on oui. On arrive bien à s'entendre. Alors, le vrai problème, c'est que peut-être à l'université, la pédagogie et la didactique ne sont pas toujours perçues comme étant la pointe de la recherche. Voilà. Et la didactique des sciences sociales, alors là, il n'y a plus personne qui comprend plus. Donc, c'est-à-dire qu'on a beau expliquer à parfois nos autorités facultaires, parfois nos collègues, parfois les difficultés qu'on éprouve, on a des soutiens ponctuels, mais on n'a pas de, je veux dire, mes collègues sont complètement
derrière nous. Mais c'est vrai qu'on n'a pas on essaye d'engager, en plus, il y a une grosse réforme pour le moment en Belgique de la formation initiale des enseignants qui a lieu. Et on a essayé de tirer la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. On dit, c'est le moment de réfléchir collectivement aux problèmes qu'on rencontre. C'est très, très compliqué, mais je pense que là, c'est parce que, voilà, la machine administrative universitaire écrase à peu près tout. Et nous, étant donné qu'on est là derrière, et que les étudiants, en plus, vous savez, la parole des étudiants devient presque sacrée. Avant même, on a eu un recours l'année dernière, même pas un recours en fait, c'était une série d'étudiants qui ont porté plainte au bureau de bien-être des étudiants, je ne sais plus comment ça s'appelle, et le titulaire du cours a été envoyé aux autorités pour se justifier sans qu'on entende notre point de vue. Donc il y a un peu cette chose où on court-circuite même les procédures officielles, où on pourrait venir s'exprimer en disant, mais attendez, non, on n'a rien fait. Et on va vous montrer les preuves qu'on a essayé d'appliquer, qui semblent être pour nous nécessaires. Mais je pense pas que ce soit volontaire, quoi. C'est pas une volonté de négliger, c'est plutôt, comme on le disait, on est dans l'urgence, je veux dire, ça prend un peu partout, donc chacun essaye de faire mieux, mais avec des moyens du bord. C'est pour ça que je voulais vous présenter aujourd'hui des histoires d'arrangement, parce qu'on en est venu là, quoi. On en est les comptes. On va essayer. Allez, Pascal. C'est plutôt une remarque en une situation d'arrangement, ça c'est d'accord, si vous avez vécu, et les critiques que vous avez notées depuis les années 70 dans une université précédente, qui est l'enfant des développeurs des apprentissages, alors c'est un peu pareil aussi, depuis les années 70, développeurs, acteurs. C'est ça. Ces techniques-là, aujourd'hui, on pourrait s'interroger. Est-ce que l'élève est réellement acteur de ces apprentissages? Les enseignants disent, oh, ça c'est bien la théorie, dans la réalité, dans le comprend, ça reste encore, ça le lien avec ce que je disais précédemment, l'élève est réellement acteur dans l'enseignement statistique, dans et est-ce que ça ne soulève pas aussi à l'université comment rendre les étudiants acteurs de leur formation? Avec une implication, je ne sais pas, mais parce que là, il y a vraiment un écart entre l'énergie déployée par les professeurs de l'université et puis un public. Voilà, je pense aussi à cette évolution de la société, justement, qui la grande vitesse. Et nous, avec les classes et l'existence de l'école, la solution, il est proposée, c'est qu'on essaie de s'arranger. Voilà, de s'arranger avec toute notre énergie. Et du coup, moi, ça fait jaillir le problème que l'éducatif en général, on a du mal à suivre. Tout ce qui va vite, la posture des élèves et des étudiants qui disent, oh, nous, on ne veut pas ça, c'est nous, les chefs d'orchestre, enfin, tout s'inverse. Voilà, c'était simplement cette remarque-là de cette notion d'évolution, qui demande du temps, alors que tout va très vite. Je suis d'accord avec vous, je pense que moi, c'est comme ça que je le vois aussi, c'est qu'entre les habitudes qu'on a vues, les fameuses représentations initiales du métier et les textes légaux ou même les tendances pédagogiques qui se développent, il y a un tel hiatus que ça devient compliqué d'enseigner la base. Oui, ça me fait rebondir. Je pense que aussi, il y a des concepts qui sont là-dessus. On est à l'université, donc une discipline qui n'est pas mise à la pointe. Il y a des logiques académiques, il y a comment faire du travail sérieux, être pris de quelqu'un de sérieux, par rapport à certaines idées de savoir, que je ne vais pas défendre à ce moment. C'est exactement pareil pour les centres de vitesse. Oui, c'est le même. Et donc, cette logique académique, elle vient aussi, quand elle sous-tend tout acte pédagogique adaptatif, on va dire, les arrangements.
Et en même temps, il y a des logiques, alors, je veux dire, de massification, c'est un peu juste, mais en tout cas, l'ouverture qui passe par des législatives qui disent, ben voilà, on ouvre les vannes, il y a ces nouveaux statuts, on estime que telle et telle et telle filière pourrait rentrer dans cette discipline qui est mal, peut-être aussi mal repérée, mal comprise, je ne sais pas. En tout cas, qui est susceptible d'intégrer tous ces gens qui sont divers, qui sont divers. Voilà, et il y a une logique d'acculturation aussi sur des bases, et j'ai l'impression que justement là, les enseignants, ils sont au carrefour de toutes ces logiques qui sont contradictoires, en tout cas en tension. Et de ce point de vue-là, même si ça paraît loin des problématiques qu'on a entendues dans les premières interventions, je trouve qu'on a quand même toujours ces aspects-là. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la question de la contextualisation, hein, c'est pas cette question de ma culture. Mais voilà, je me dis, il y a ça paraît étrange, enfin, cette présentation en Belgique à la fac, bon, hein, ça paraît loin. Donc, mais en même temps, je trouve qu'on a toute cette logique-là. Voilà comment l'école faire réussir avec un programme qui ne serait pas un programme au rabais, en même temps, comment on fait pour prendre en compte les réalités. Enfin, je trouve que c'est tout ça le rapport. Bien, merci. Moi, je voudrais juste pour faire finaliser un petit peu par rapport au cadre d'intervention, on est sur un colloque pour des marges. Et on a vu, il y a eu aussi le terme de frontière qui a été entendu ce matin, etc. On voit que la frontière, ça peut être effectivement un lieu de passage ou un lieu de fermeture, que les marges, ce sont des lieux, des espaces dans lesquels se développe la nouveauté, l'innovation, etc. Et peut-être ce qui manque, c'est peut-être, ça pourrait être un thème pour un prochain colloque, c'est les passerelles, les termes de passerelles qui font que ces marges dans lesquelles on s'arrange, pour prendre la dernière présentation, nos collègues qu'on a eu, notre collègue qu'on a eu ce matin, demande de la gestion du plurilinguisme, etc., puissent être intégrés dans le cadre par des passerelles, notamment par l'institution. J'ai vu, moi, la difficulté que vous avez quand vous faites un jury pour essayer de vous couvrir, vous mettez en place un certain nombre de choses, c'est-à-dire que c'est parce que les passerelles n'existent pas, c'est-à-dire soit on est dans le cadre, soit on n'est pas dans le cadre. Donc les marges, alors que tous les cadres institutionnels dans l'histoire de l'éducation en France ou ailleurs, se sont toujours construits sur des expérimentations faites dans les marges, qu'on mettait de côté pendant un moment, et qu'à un moment, on s'est dit, tiens, c'est peut-être pas bête ce qui se fait, parce que, et je reprends des choses sur lesquelles je suis tout à fait d'accord, parce que les apprenants, les formateurs, n'étaient pas simples, comment dire, fonctionnaient pas, ils étaient des acteurs. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. On dit des langues, être acteur, justement, être un usager de la langue plutôt qu'un simple apprenant de la langue, c'est quelque chose d'important. Mais je pense que c'est cette dimension de passerelle qui permettrait peut-être aux marges, aux arrangements, de pouvoir justement nourrir, insuffler un petit peu des choses qui correspondent à la réalité des contextes. Voilà. Et le contexte qui va être le nôtre, c'est celui de la pause et du repas. Alors, en tout cas, merci beaucoup et merci à vous toutes et tous pour votre attention.